Bonjour téléspectateurs de la plateforme Ma Classe Mobile. Chose promise, chose dit, chose faite. Je vous avais donné rendez-vous la dernière fois, n'est-ce pas, pour parler du rapport que la philosophie entretient avec la science, qui, j'avais déjà dit au préalable, a pris naissance dans les entrailles de la philosophie. Donc, il nous faudrait revenir un peu en arrière sur la philosophie, n'est-ce pas, et pour montrer par quel processus, n'est-ce pas, on a pu établir la naissance de la science et montrer en réalité le rapport entre philosophie et science avant de faire une étude comparative ou bien une étude assez exhaustive sur l'épistémologie. Donc, nous avions dit que la philosophie, n'est-ce pas, au départ signifiait la totalité du savoir dans la mesure du possible, comme le disait Aristote, n'est-ce pas? Ceci a fonctionné pendant plus de 20 siècles durant. Les théories d'Aristote ont été prises, n'est-ce pas, comme relevant de l'argument d'autorité. Mais à partir maintenant du XVIIe siècle, ouest européen, n'est-ce pas, avec le projet cartésien, la science qui était à l'intérieur de la philosophie, parce que les premiers philosophes étaient en même temps des scientifiques, et ceux qui s'intéressaient sur la science, on les appelait les philosophes de la nature, n'est-ce pas? À partir du XVIIe siècle, la science va prendre son indépendance par rapport à la philosophie et nous assistons maintenant, d'une part, la philosophie et de l'autre côté, nous avons la science. La philosophie, qui s'est vidée de son contenu, ne peut plus se réclamer comme la totalité du savoir dans la mesure du possible, parce que les premiers philosophes étaient ce que nous avons appelé des esprits encyclopédiques. Et donc, lorsque la science a pris son indépendance, la définition de la philosophie, aujourd'hui, c'est d'être un pur questionnement, mais il faut préciser sur la totalité. La philosophie est devenue un pur questionnement sur la totalité. Et c'est ce qui va lui rendre apte à réfléchir sur elle-même, pour me répéter, et pour réfléchir sur les autres formes de science. Et si elle est une réflexion sur la totalité, elle va certainement réfléchir sur la science. Et c'est la réflexion que la philosophie va porter sur la science qu'on va appeler l'épistémologie. Donc, l'épistémologie est le discours philosophique porté sur les connaissances scientifiques. Et lorsque l'épistémologue, qui est un philosophe, réfléchit sur la science, elle va réfléchir sur son objet, sa méthode, ses critères de validité et ses enjeux. Donc, il y aura 4 points précis, n'est-ce pas? Objet, méthode, critères de validité, n'est-ce pas? Et les enjeux. Donc, c'est ça qui constitue l'essentiel de l'épistémologie. Donc, si nous voulons résumer ce schéma en 4 points, donc notre démarche sera articulée sur 4 points, n'est-ce pas? Et donc, il faut d'abord dire que la science, elle est purement théorique. Elle n'est pas pratique, parce que ce qui intéresse le scientifique, c'est d'assouvir son besoin de connaissance. Elle est purement théorique, n'est-ce pas? Et donc, lorsque l'épistémologie, qui est une partie de la philosophie, réfléchit sur la science, il commence d'abord par réfléchir sur la méthode scientifique. Comment le scientifique, il procède? Le scientifique, lui, sa préoccupation principale, c'est de découvrir les lois de cause à effet qui régissent le réel. Donc, le domaine de définition de la science, c'est le réel. Parce que nous avons dit que lorsque la science a amorcé la rupture avec la philosophie, la science a dit qu'elle s'occupe de la recherche des causes observables et non pas des causes absolues, c'est-à-dire elle s'intéresse à la question du comment, laissant le pourquoi à la philosophie. Donc la science va se démarquer de la philosophie d'abord par sa méthode qui sera fondée essentiellement sur ce qu'on appelle l'objectivité.
Et c'est quoi l'objectivité de la science? Le scientifique, n'est-ce pas, va tenter de se départir de sa subjectivité pour aller à la quête de la vérité scientifique. Et dans cette quête, le préalable, c'est quoi? Donc, l'objectivité va reposer sur deux axes majeurs, à savoir, la neutralité axiologique du scientifique. Neutralité, ça veut dire que le scientifique ne cherche pas pour le bien ou bien le mal. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité et rien d'autre que la vérité, même si cette vérité-là dérange. Le deuxième acte, c'est que le scientifique, c'est quelqu'un qui est distant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport au phénomène et qui, en réalité, ne transmet pas ses états d'âme à la chose qu'il veut connaître. Et le fait d'être distant, n'est-ce pas, nous donne deux concepts fondamentaux, à savoir ce qu'on appelle l'impartialité et le désintéressement. Le scientifique, il est impartial et il doit être désintéressé. C'est ça l'objectivité. Donc, si je résume, l'objectivité de la science repose sur 4 points, peut-être, n'est-ce pas? Ce que nous avons appelé la neutralité axiologique, le fait d'être distant et ce qu'on appelle l'impartialité et le désintéressement. Donc, c'est ça l'objectivité de la science. Mais il faudrait dire que cette objectivité-là n'est qu'un idéal. C'est un but qui est visé et qui ne sera jamais atteint. C'est la raison pour laquelle on dit que la science ne sera jamais scientifique. Parce que la vérité scientifique n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité qui est provisoire, c'est une vérité qui est relative, c'est une vérité qui est approximative. Pourquoi? Parce que la vérité scientifique, n'est-ce pas, comporte toujours une part d'incertitude. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la science progresse. Il y a l'idée de progrès parce que dans la vérité scientifique, il y a toujours une part d'incertitude. C'est la raison pour laquelle on dit aussi qu'en science, la vérité et l'erreur cohabitent parce que c'est une vérité qui peut changer du jour au lendemain. N'est-ce pas? Donc, on peut dire que la science pose l'objectivité comme un idéal, un but qui est visé et qui ne sera jamais atteint. Mais n'empêche, la science, n'est-ce pas, s'occupe, n'est-ce pas, des réponses et ces réponses relèvent du général. Parce que sa différence avec la philosophie, c'est parce qu'en philosophie, nous n'avons pas des réponses, nous avons des questions seulement parce que chaque réponse devient une nouvelle question. Alors qu'en science, il y a l'idée de progrès parce que chaque scientifique, n'est-ce pas, va endosser l'héritage d'un autre scientifique qu'il va améliorer. Et donc, ce processus d'amélioration, c'est ce que nous avons appelé le progrès. Et comment la science progresse? La science progresse par ce qu'on appelle un processus de rectification et de réajustement. On rectifie et on réagit. C'est la raison pour laquelle on dit qu'en science, nos vérités d'aujourd'hui sont nos erreurs de demain. On dit qu'en science, toute théorie est grise et l'arbre de la science reverdit sans cesse. On dit qu'en science, si on ferme la porte à l'erreur, la vérité sort par la fenêtre. Donc voilà comment le scientifique doit se comporter. Donc l'objectivité, c'est un idéal, donc le scientifique ne sera jamais scientifique. N'est-ce pas? La science ne sera jamais scientifique, mais ce qui va constituer des entraves à l'éclosion de la pensée scientifique, qu'on appelle les obstacles épistémologiques, c'est l'homme de science lui-même d'abord. Parce qu'on ne naît pas scientifique, on le devient. Et si on devient scientifique, c'est parce qu'avant d'être scientifique, nous avions déjà un héritage culturel, philosophique, religieux, ethnique, et nous ne pouvons pas faire abstraction de cet héritage-là. Donc, et cet héritage va se déteindre toujours, n'est-ce pas, sur les connaissances scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a toujours une place pour la subjectivité à l'intérieur de la science, et cette place de la subjectivité à l'intérieur de la science, c'est le scientifique lui-même. Donc, le scientifique est d'abord le premier obstacle épistémologique, parce que ne pouvant pas se départir de sa subjectivité totalement, mais aussi, comme on le dit, la science a l'âge de ses instruments. Plus les moyens sont efficaces, plus le résultat est performant. N'est-ce pas? On dit que donc la science a l'âge de ses instruments. Autre obstacle épistémologique, ce sont les périodes d'intolérance. Parce que des fois, la pensée scientifique, la vérité scientifique est freinée par ce qu'on appelle le climat social. Donc, d'une manière générale, c'est ça l'objectivité de la science. Et nous avons dit
ici, lorsque la science a pris son indépendance par rapport à la philosophie, la science s'est dit qu'elle va s'occuper de ce que nous avons appelé les causes observables. C'est-à-dire que la science s'est dit qu'elle ne va plus se poser la question du pourquoi, mais elle va se poser seulement la question du comment, mais la question du comment concernant le réel. Donc, le domaine de définition de la science, c'est le réel. Mais ce réel qui est l'objet de la science, n'est-ce pas? Ce réel peut se présenter sous trois formes. Des fois, le réel qui est l'objet de la science est abstrait, n'est-ce pas? Des fois, le réel qui est l'objet de la science est concret, et des fois, le réel qui est l'objet de la science, ce sont les faits sociaux. Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'unité et de la diversité de la science. La science, donc, c'est l'unité parce qu'elle s'intéresse au réel, mais ce réel se présente sous trois formes, d'où on dit qu'il y a trois types de sciences. Donc, la première, dont l'objet est abstrait, c'est le domaine des mathématiques, n'est-ce pas? Et c'est le domaine de la logique. On appelle ça les sciences logico-formelles ou bien les sciences hypothético-déductives. La deuxième, n'est-ce pas, partie dont le réel est concret, là c'est le domaine de la biologie, c'est le domaine de la physique, c'est le domaine de la chimie. On appelle ça les sciences expérimentales ou bien les sciences naturelles. N'est-ce pas? Et lorsque le réel se présente sous la forme de faits sociaux, les faits sociaux, comme Émile Durkheim le dit, sont des réalités qui ne sont pas matérielles, palpables comme la craie, mais il n'en demeure pas moins que ça existe. Si aujourd'hui je vous parle du phénomène du théorisme, le théorisme n'a pas une certaine matérialité. Si on parle de la violence, c'est pas matériel. Si on nous parle de la pédophilie ou bien de la prostitution ou bien de l'homosexualité, c'est ça l'objet des sciences qui s'occupent des faits sociaux. Et ça, on peut donner l'exemple de la sociologie, de la psychologie, de la psychanalyse. On appelle ça les sciences humaines. Donc, en réalité, en disant la science, c'est parce qu'il y a plusieurs formes de sciences. Il y en a au moins trois, n'est-ce pas? Il y a les sciences hypothético-déductives, les sciences expérimentales et les sciences humaines. La conséquence, c'est que chaque domaine scientifique a un objet, une méthode et des critères de validité. Ce qui nous amène à la troisième phase, c'est-à-dire le problème de la vérité scientifique. On dit la vérité, mais en réalité, il n'y a pas une vérité, il y a trois vérités, parce que chaque domaine aura sa vérité d'après ses critères. Quand on est, par exemple, dans le domaine des mathématiques, qui est les sciences qu'on appelle logico-formelles ou bien hypothético-déductives, la vérité va reposer sur un phénomène qu'on appelle la rectitude du raisonnement. C'est-à-dire, on va chercher la cohérence logique interne des énoncés. Quand on est, par exemple, dans le domaine des sciences naturelles ou bien sciences expérimentales, ce n'est plus la rectitude qui est en jeu, mais, comme son nom l'indique, science expérimentale, expérience au laboratoire, on part avec une théorie au laboratoire, on essaie de faire la vérification. Au préalable, il y a eu l'observation, l'émission d'hypothèses et on fait la vérification. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie s'il y a ce qu'on appelle l'exactitude entre les énoncés et la réalité, c'est-à-dire l'adéquation de la théorie et de la pratique. Par exemple, je prends deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, j'ai de l'eau, parce qu'il y a adéquation donc de la théorie et de la pratique. Et on dit qu'en science, l'exception infirme la règle. C'est ce qui s'est passé en chimie avec Lavoisier, qui disait que, par exemple, au Moyen-Âge, on disait que tout corps qui brûle diminue de poids. Lavoisier a trouvé un corps qui brûle et qui augmente de poids, c'est la limaille de plomb, par un phénomène qu'on appelle un phénomène d'oxydation. Donc, en science, l'exception infirme la règle. Quand il s'agit maintenant des sciences dont l'objet ce sont les faits sociaux, la méthode ici consiste, la vérité consiste ici à ce qu'on appelle la méthode compréhensive. N'est-ce pas? La méthode compréhensive, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer objectivement des phénomènes. Par exemple, si on veut expliquer la violence ici,
on peut donner des éléments qui concourent à dire objectivement, voilà les causes, n'est-ce pas, de la violence. Donc, de la prostitution, de l'alcoolisme, de tel et tel phénomène social. Donc, voilà le problème de la vérité. Et enfin, nous allons voir quel est le rapport maintenant, dont la science, j'avais dit tantôt, qu'elle est purement théorique, son rapport avec la technique. Parce que nous avons dit que la technique n'est rien d'autre que l'application des théories scientifiques. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas faire comme amalgame, c'est de dire que la science a des avantages et des inconvénients. La science n'a ni avantage, ni inconvénient, parce que ce qui procure une utilité matérielle, pratique, quelconque, c'est la technique, c'est l'application des théories scientifiques. Même si aujourd'hui, on dit que science et technique sont tellement imbriquées et on se partage les responsabilités. Et c'est là où la philosophie, elle est importante parce que, étant un discours sur la totalité, elle va certainement réfléchir sur la science, n'est-ce pas, en se posant la question, est-ce que tout ce qui est techniquement faisable est moralement réalisable? Donc, la philosophie apporte un supplément d'âme à la science à travers son application. Donc, la philosophie joue un rôle de veille et d'éveil sur les connaissances scientifiques et la science donne objet de réflexion à la philosophie. C'est la raison pour laquelle on dit que philosophie et science entretiennent des rapports de complémentarité. Donc, voilà le discours que la philosophie, à travers une de ses parties appelée l'épistémologie, fait sur les connaissances scientifiques qui avaient pris leur indépendance depuis ce que nous avons appelé le XVIIe siècle ouest européen. La dernière partie, donc, je vous donnerai rendez-vous, encore une fois de plus, la réflexion que la philosophie va faire sur un autre domaine appelé l'art, n'est-ce pas, qui fait partie des premières formes de connaissance et dont je dirais automatiquement qu'elle est antérieure à la philosophie, donc pour une prochaine séance sur le rapport philosophie et art.